Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous raconte, comme d'habitude, 2 histoires qui font bien flipper. Vraiment, je me rends compte que cette phrase, je la dis depuis presque 6 ans, 2 fois par semaine. Comment est-ce que ça ne vous saoule pas? Mais bref, aujourd'hui vous allez voir les histoires, elles sont assez sympas, je les ai sélectionnées pour ça d'ailleurs, j'espère qu'elles vont vous plaire. Et puis voilà, je crois qu'on va pas trop traîner, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram, c'est là-bas où je poste mon quotidien. On peut également discuter par message, parfois je fais même des lives où je raconte tout et vraiment n'importe quoi. Enfin, surtout n'importe quoi, j'ai envie de dire. En tout cas, si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, comme je le dis aussi depuis 6 ans, n'hésitez pas à éteindre la lumière de là où vous trouvez, et on est parti pour la première histoire. Cette première histoire, mes amis, c'est celle de Sébastien. Sébastien, c'est un mec plutôt tranquille qui a à peu près la quarantaine. Il est marié et il a 2 enfants. Ils vivent tous les 4 dans une belle petite maison avec piscine en campagne et leur vie est relativement calme. Sébastien et sa femme, ce sont des gens qui travaillent beaucoup, donc notre ami, il nous dit qu'ils gagnent plutôt bien leur vie. Et leurs enfants, malgré le fait que voilà, ils bossent beaucoup, ils sont pas forcément souvent à la maison, eh bien, apparemment, ils sont heureux. Donc j'ai envie de dire, tout va bien. Notre ami, il nous dit que c'est le genre de gars qui bosse beaucoup, qui fait des déplacements un petit peu partout en France, parce que voilà, il travaille dans un domaine qui l'oblige un peu à faire ça, mais ça le pèse un petit peu. Il n'a pas forcément beaucoup de temps pour lui pour faire des choses qu'il aime. Il a en gros l'impression de passer sa vie au travail. Même s'il gagne un bon salaire, il nous explique qu'il sait pas vraiment si ça vaut la peine de passer autant de temps au job et de mettre sa vie privée complètement de côté. Personnellement, j'ai un avis très tranché là-dessus. Je pense qu'aucun salaire ne permet de justifier de sacrifier sa vie. Parce que même si vous gagnez 50 000 € par mois et que vous n'avez aucun temps pour le dépenser, ça ne sert à rien. Le peu de temps libre qu'il a, il le consacre à sa femme et à ses enfants parce que c'est ses priorités. Et vu qu'il se voit pas si souvent que ça, il a une règle, c'est que le week-end, il essaye d'être disponible pour passer du temps avec eux. Et surtout, au-delà de passer du temps, c'est surtout passer du temps de qualité avec eux. Le soir, où l'histoire se passe, il rentre d'un déplacement professionnel. C'est un trajet en voiture qui a duré des heures et des heures. Donc, autant vous dire que lorsqu'il arrive à la maison, il est crevé. Il bâille toutes les 2 minutes, il a les yeux qui se ferment tout seuls. Et pendant qu'il est en train de rouler, donc sur le trajet avant d'arriver à la maison, il sent que s'il continue de conduire, il y a un monde où dans quelques minutes, il fait un ping-pong avec Johnny. Donc à un moment, il réfléchit, il se dit mais attends, là je suis en train de mettre ma vie en danger. Non seulement je mets ma propre vie en danger, mais je prends le risque de disparaître pour ma femme et mes enfants. Donc il faut que je m'arrête, il faut que je fasse une pause parce que potentiellement que ça peut très mal finir. Étant donné qu'il lui reste quand même un bon petit trajet avant d'arriver à la maison, il arrive à la conclusion qu'il va prendre un hôtel pour passer la nuit. Et là, j'ai envie de dire mes amis, très bonne décision de la part de Sébastien. Il continue de rouler sur plusieurs kilomètres et à un moment, il arrive devant un hôtel qui se trouve au bord de la route. Bon, vous savez, c'est un peu de ces hôtels paumés qui sont au bord de la route, qui font un petit peu flipper. Généralement, il y a un logo lumineux devant qui clignote comme dans les films d'horreur. Mais bon, vous allez me dire, il est pas là pour passer un séjour dans un hôtel 5 étoiles, il veut juste dormir, se reposer, donc ça fera complètement l'affaire. Il se gare sur le parking, inutile de vous préciser qu'il est complètement vide, il coupe le moteur, il sort de la voiture et il récupère son sac pour rentrer dans le hall de l'hôtel. Là aussi, il y a personne, il n'y a pas un chat, c'est le calme absolu. La seule personne qui est là, c'est une femme qui est derrière le comptoir, donc la personne qui fait la réception. Et il nous explique que tellement il n'y a personne, lorsqu'il entre dans le hall de l'hôtel, il la voit en train de taper sa meilleure série Netflix sur son iPhone. Quand elle aperçoit Sébastien, elle a l'air tout enthousiaste, vraiment c'est la plus heureuse du monde. Elle lui demande si c'est pour une chambre, si c'est pour passer la nuit. Il dit que oui, il veut la moins chère et surtout il veut se barrer très tôt le lendemain. La femme fait genre de regarder s'il lui reste des chambres alors que concrètement, il n'y a personne dans l'hôtel. Et à un moment, elle lui dit écoutez monsieur, voilà, j'ai une bonne chambre pour vous, je vais vous la filer et j'espère que vous passerez votre meilleure nuit. Elle lui tend les clés avec un très grand sourire, elle lui dit qu'il a de la chance parce que vraiment cette chambre, c'est une très belle chambre. Sébastien, ça lui fait plaisir, mais il en a un peu rien à secouer. Il la remercie, il signe le papier et il se tourne en direction des escaliers pour monter dans sa chambre. Mais au moment où il se tourne, la femme l'interpelle et elle lui dit attendez, ça me ferait vraiment plaisir de vous offrir un bon repas chaud. Je le vois à votre visage que vous avez eu une très longue journée, peut-être que vous avez fait beaucoup de route. Laissez-moi vous faire plaisir, laissez-moi vous servir ce repas et vous verrez que vous allez pas regretter. Bon, Sébastien lui dit que c'est gentil, mais il a pas faim, il a pas envie de manger. Lui, ce qu'il veut, c'est se poser dans son lit, s'endormir. Mais cette femme, elle veut pas lâcher l'affaire, elle insiste. Elle lui dit que ce serait dommage de se coucher le ventre vide et qu'il lui reste un plat du jour prêt pour lui. Et que de toute façon, s'il refuse, elle va le mettre à la poubelle donc. Ça serait dommage quand même. Bon, Sébastien, il finit par accepter, non pas parce qu'il a faim, mais parce que cette personne concrètement lui fait chier. Voilà, il dit les termes, il parle français, il est pas en mode oui, non. Non, il nous dit elle m'emmerde. La femme lui dit écoutez, vos affaires, vous pouvez les mettre dans la bagagerie, comme ça demain vous revenez, vous descendez, vous les prenez et vous partez. Et elle lui demande de la suivre dans la salle à manger. Lorsqu'il arrive dans cette pièce, il nous explique qu'il a 2 doigts de faire une syncope tellement c'est dégueulasse. Vraiment, l'hygiène de l'endroit, je pense que ça vous retire toute faim. Mais bon, il se pose à une table, la femme lui amène une assiette et rien que là, l'ambiance
c'est un film d'horreur. Il mange un petit peu du repas, mais voilà, il nous dit que c'est pas bon du tout. C'est uniquement pour lui faire plaisir et ne pas paraître impoli parce que voilà, il a pas envie de la frustrer et de lui faire du mal. Et au bout d'une quinzaine de minutes, notre ami décide de monter dans sa chambre. Il remercie la dame pour le repas et il lui demande par politesse, est-ce que je vous dois quelque chose? Normalement, non, parce qu'elle lui a dit que ça lui ferait plaisir de lui offrir le repas. Sauf que là, la petite dame lui dit, oui, ça fera 25 €. Bon, comme c'est bizarre, notre ami est sur le cul. C'est pas une question d'argent parce qu'il peut se le permettre, c'est simplement qu'elle lui a dit qu'elle allait lui offrir, que ça lui faisait plaisir et qu'il aurait jamais payé pour un repas de merde comme ça. Mais bon, tant pis, il a pas envie de s'embrouiller, la seule chose qu'il veut c'est rejoindre sa chambre et dormir. Il sort sa carte bleue, il paye et il monte se coucher. Lorsqu'il arrive à l'étage, il découvre son entre guillemets cocon pour la nuit, qui, je vous le rappelle, est censé être une des plus belles chambres de l'hôtel. Eh ben non, c'est simplement une pièce normale avec un lit simple, un bureau, une petite télévision. Rien d'extraordinaire. En plus de ça, ça sent le renfermé, l'humidité, c'est tout juste, il y a des champignons au mur, donc autant vous dire que personne n'est venu squatter cette chambre dans les 6 derniers mois. Et pour couronner le tout, il n'y a même pas de PQ. Voilà, il peut pas aller aux toilettes, il a tout simplement pas de papier, donc c'est pour vous situer un petit peu le niveau de la chambre. À nouveau, ça lui passe au-dessus, il pose ses affaires, il s'installe, il va dans la salle de bain, il se brosse les dents, il envoie un message à sa femme pour dire qu'il dort ici et qu'il rentrera le lendemain, il éteint la lumière, et là, il s'endort presque instantanément. La nuit passe vite et il nous raconte même, contre toute attente, qu'il a presque bien dormi. Bon, vous allez me dire c'est particulier vu la gueule de l'hôtel, mais tant mieux. Et notre ami, il se réveille le lendemain matin vers 7 h dans un calme absolu. Il prend une petite douche, il descend dans le hall d'entrée avec son sac. Pour conduire dans de bonnes conditions et surtout être en forme sur le trajet, il demande un café à la personne qui est derrière le comptoir. Et là, elle lui dit oui avec un grand plaisir et lui dit attendez 2 secondes, je vous apporte ça. Une fois qu'il reçoit son café, il le cul sec, il le paye et il lui rend les clés de la chambre. Il lui dit merci beaucoup pour le séjour, il sort de l'hôtel, il se rend sur le parking, sauf que, au bout de quelques mètres, il s'arrête net. Bon, vous allez me dire qu'est-ce que Sébastien a vu ? Je vous dirais, qu'est-ce qu'il n'a pas vu plutôt? En fait, il nous explique que la veille, le parking, il n'y avait pas foule, mais là, il n'y a aucune voiture, ni même la sienne. Elle a complètement disparu. Bon, il cligne des yeux plusieurs fois pour être sûr que c'est pas le fou du bus. Il regarde autour de lui parce que peut-être qu'il a oublié l'emplacement exact où il l'avait garé, mais non, il regarde partout à 360 degrés et il n'y a pas sa foutue voiture. Là, le stress, il monte d'un coup pour notre ami Sébastien parce que il est juste paniqué, il ne sait pas quoi faire. Il fait des allers-retours entre l'intérieur de l'hôtel et le parking pour être sûr qu'il ne devient pas fou et à un moment, il se précipite à l'accueil pour dire à la gérante qu'on lui a volé sa voiture pendant la nuit. Elle est complètement surprise, elle met sa main sur sa bouche en mode oh mon Dieu! Et là, elle lui propose de venir dans la pièce qui se trouve à l'arrière du bureau pour en parler plus tranquillement et surtout pour pouvoir contacter la police et pour retrouver sa voiture. Sébastien, qui je vous le rappelle est encore sous le choc, il la suit, il est complètement paniqué, mais lorsqu'il rentre dans la petite pièce, il nous explique que il a un mauvais pressentiment. La lumière est très faible, ça pue la mort et, détail très important, c'est qu'ils ne sont pas seuls. 2 hommes sont déjà là, dans la pièce, assis autour d'une grande table. L'un d'eux tient un truc dans les mains. Sébastien, il arrive à vite fait capter ce que c'est. Et visiblement, c'est un trousseau de clés. Le gars, il tient vraiment les clés comme ça devant lui. C'est limite s'il les agite un petit peu, comme s'il voulait le narguer. Et Sébastien, il comprend qu'il s'est fait avoir. Sur ce trousseau, il reconnaît ses clés, donc les clés de sa voiture, et il a de la peine à comprendre ce qui se passe. Son cœur, inutile de vous préciser qu'il bat à 1000 à l'heure, et il y a tout qui se passe dans sa tête. Ça veut dire qu'au début, il se dit « ces personnes-là m'ont volé la voiture », sauf que quand il réalise que la réceptionniste est avec eux dans la salle et qu'elle ne fait rien, il se dit « mais en fait, c'est plus grave qu'un vol, c'est une arnaque montée de toutes pièces ». Le mec qui tient les clés se lève, il le regarde droit dans les yeux, et il lui dit d'une voix très calme, même très flippante « si tu veux la récupérer, ta bagnole, on va discuter un petit peu ». Sébastien nous raconte que le ton froid qu'il utilise, c'est terrifiant à souhait. Et là, il sent que ça va mal tourner. Il regarde autour de lui, il remarque que la porte par laquelle il est entré se trouve derrière lui. Donc, il y a une solution possible, c'est de partir en courant, mais le problème, c'est que sa voiture, elle est toujours là et il ne va jamais la revoir. Et deuxième problème, c'est que quelques secondes plus tard, il y a un des mecs qui vient se poser devant la porte et donc il bloque le passage. Là, notre ami comprend relativement vite que c'est pas seulement la voiture qui les intéresse, il y a quelque chose d'autre. Et d'ailleurs, ça va très vite se confirmer parce qu'il y a un des mecs qui commence à lui parler de ses affaires, de son téléphone, de ses identifiants de compte bancaire. Et il y en a un qui lui dit écoute, vu la voiture que t'as, tu dois avoir un bon compte bancaire. Et il lui fait aussi comprendre qu'ils vont récupérer ce qu'il aurait dû. Bon, Sébastien, il se dit mais... ok,
ok, enfin je comprends pas pourquoi je leur dois de l'argent. Et là, le mec lui tend une feuille blanche avec un stylo et il lui dit fais ce que t'as à faire. Notre ami comprend très vite qu'ils veulent qu'il note ses identifiants bancaires, ses accès, ses mots de passe, ses noms d'utilisateurs. Et là, il n'y a plus de doute, il est en train de se faire racketter, il est en train de se faire dépouiller devant la réceptionniste, donc forcément, elle est de mèche. Là, il a une sorte de flashback dans la tête, il repense à la veille. Quand il est arrivé au comptoir, vous vous souvenez, la personne, donc la réceptionniste, a un peu insisté, enfin, a même beaucoup insisté pour lui servir un repas, et il se dit, mais en fait, c'est peut-être là que j'ai eu un moment d'inattention, que j'ai laissé mes clés de voiture sur le comptoir et qu'elle en a profité pour me les carotte. Mais quelques petites secondes plus tard, il y a un autre flashback qui lui arrive en tête et il se dit mais non, mes clés, je m'en souviens, je les ai mises dans ma poche de mon manteau. Ce manteau, il se trouvait dans la bagagerie. Comment c'est possible? Il en arrive très vite à la conclusion qu'en fait cette femme, elle laisse tout simplement aller fouiller dans ses affaires et que lui, il n'y a vu que du feu. Bon, là, le plan qu'il applique, c'est, je pense, le bon. Il fait genre de coopérer, histoire de gratter un peu de temps, et surtout de trouver une solution. Il dit qu'il va leur donner ce qu'ils veulent, par contre, il y a un problème, c'est qu'il ne connaît pas ses identifiants par cœur. Il dit aux deux mecs qui sont assis à la table, écoutez, j'ai tout ça sur mon téléphone, si vous m'autorisez, je sors, je regarde mon gestionnaire de mots de passe, et je vous note tout ça. Bon, les mecs en même temps, vous allez me dire, c'est pas des lumières, enfin, je veux dire, pour se comporter comme ça, faut pas être un savant fou. Ils lui disent, écoute, fais-le, mais rapidement. Là, notre ami, c'est un génie. Il sort son téléphone, il va effectivement sur son gestionnaire de mots de passe, mais en parallèle, il ouvre discrètement une application de messagerie et il envoie un simple message sur Snap à sa femme qui dit simplement SOS. Pourquoi est-ce qu'il envoie un message sur cette application ? Il nous explique que c'est tout simplement parce qu'il a envie de montrer à sa femme qu'il est en danger via le mot SOS et que surtout, elle puisse se localiser très vite. Pourquoi ? Parce que sur cette application, il a partagé sa localisation et on peut savoir exactement au bâtiment près où il se trouve. Une fois que c'est fait, il supprime l'application, il retourne sur son gestionnaire de mots de passe et là, il écrit sur sa feuille ses vrais identifiants. Il essaye de gratter du temps en mode il faut bien que je recopie parce que c'est un long mot de passe, si je me trompe, vous avez pas votre argent. Sauf que plus il gratte du temps, plus les mecs commencent à s'impatienter. Il y en a un, il tape sur la table, il lui dit mec dépêche-toi parce que ça va mal finir. À un moment, on lui demande de donner son porte-monnaie là où il y a ses cartes et il s'exécute. Il va pas jouer les super-héros, il donne tout ce qu'il a. Et les deux mecs prennent son porte-monnaie et il sort de la pièce. Sébastien, à ce moment-là, il sait pas vraiment ce qu'il doit faire. Est-ce qu'il doit rester là sage comme une image ou est-ce qu'il doit les suivre pour voir ce qu'ils font? Et c'est cette deuxième option qu'il va choisir. Il les suit en mode voilà, l'histoire est terminée, j'ai été dépouillé. Et il voit que les mecs sortent de l'hôtel et qu'ils se barrent. C'est seulement 10 minutes plus tard qu'une patrouille de police arrive sur les lieux, mais vous vous en doutez, c'est déjà trop tard. Les mecs sont partis avec sa voiture et ses codes bancaires. La gérante, elle a disparu, on ne sait pas où elle est, donc notre ami Sébastien, c'est le seul dans l'hôtel. Là, les policiers viennent lui poser quelques questions, parce que l'idée c'est d'agir rapidement, et l'une des premières questions qu'ils lui posent, c'est comment étaient ces types? Est-ce qu'ils avaient l'air malins? Comment est-ce qu'ils étaient physiquement? Et Sébastien répond, il dit voilà, c'était deux mecs assez grands, assez costauds, mais alors, ça avait franchement pas l'air d'être des lumières. Là, un des policiers regarde son collègue, et ils se disent mais, ok, il nous a dit que c'était pas les plus futés du monde, il leur a donné ses codes bancaires, probablement que la première chose qu'ils vont faire, c'est de se rendre dans un bancomat, dans une banque, pour retirer de l'argent. Et mes amis, ça n'a pas manqué, c'est exactement ce qui s'est passé mot pour mot, et c'est comme ça que la police a pu mettre la main sur ces deux types. Dites-vous que s'ils avaient été un petit peu plus malins, un petit peu plus fut-fut, et qu'ils avaient plutôt commandé des choses sur internet, ou je ne sais quoi, ils auraient pu fuguer. Mais non, ces deux bolos ont décidé de se rendre dans le bancomat le plus proche. En plus, ils n'ont pas cherché à faire des kilomètres, ils sont allés dans celui qui se trouvait dans le village d'à côté. Forcément, tout est filmé, tout est tracé, la police a pu les retrouver en un claquement de doigts. Et pour couronner le tout, ils roulaient avec la voiture de Sébastien. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont cons ? Je pense que oui. Malheureusement, notre ami Sébastien, il a quand même été dépouillé de plusieurs centaines d'euros. Mais j'ai envie de dire, si ce n'est que ça, tant mieux, parce que ça aurait pu bien plus mal finir. Je sais pas, on aurait pu imaginer qu'il se serait fait kidnapper, qu'il aurait fini enterré dans un bois. Heureusement, c'est pas le cas, c'est que matériel, certes c'est de l'argent, ça fait chier. Alors, on n'a pas l'information, mais j'imagine que s'il porte plainte, la banque, si c'est prouvé que c'est pas lui qui a retiré, peut-être qu'elle va rembourser. Je m'y connais pas assez. Si vous avez la réponse, mettez-la dans les commentaires. L'essentiel, c'est qu'ils sont en vie, qu'ils sont en sécurité, qu'il ait pu retrouver sa femme et ses deux enfants le lendemain. Et c'est vraiment ça qui compte. Petite morale de l'histoire, si vous trouvez des petits hôtels un peu craignos comme ça au bord de la route, il n'y a pas de souci, louez une chambre à l'intérieur. Par contre, gardez toutes vos affaires sur vous. Mais je dis ça, mais de façon générale, dans tous les hôtels ou dans tous les lieux publics, vos clés de voiture, votre porte-monnaie, votre téléphone, tous les objets sensibles, gardez-les dans vos poches de pantalon
ou je ne sais quoi, mais ne mettez pas ça dans une bagagerie. Parce que typiquement, la dernière fois que je suis allé à Paris, lorsque j'ai demandé pour récupérer mon sac, on m'a dit ouais, va le chercher, il est dans la pièce là-bas. Mais si je veux, je prends le sac de tout le monde, je fouille, je prends des montres, etc. et je me barre en courant. Donc, morale de l'histoire, gardez tout sur vous. Voilà, c'est la fin de cette première histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à venir me rejoindre sur Instagram, reprendre une petite boisson, et on est parti pour la deuxième. Cette deuxième histoire, c'est celle de Clément. Clément a 25 ans, et à ce moment-là, il vit seul dans un petit appartement. C'est quelque chose d'assez classique, pas très grand, avec une pièce principale où tout est un peu mélangé, parce qu'il nous dit que la cuisine, elle est dans le même espace que le salon, et que sa chambre, en gros, c'est le salon. Donc, vous l'aurez compris, il vit vraiment dans un petit appartement, mais concrètement, il nous explique que pour l'instant, il n'a pas besoin de plus grand. Et le plus important, c'est surtout qu'il nous dit qu'il s'y sent bien. Et ça, mes amis, quand vous prenez un appartement, s'il vous plaît, il faut bien vous sentir à l'intérieur. Qu'il y ait une pièce ou 10 pièces, il faut qu'il y ait une bonne ambiance et que voilà, on se sente à la maison. Dans la vie, Clément, il travaille dans un grand magasin de sport. C'est en gros l'endroit où il passe toutes ses journées. Son taf, c'est de vendre du matériel pour l'extérieur. Il conseille des gens sur les bonnes chaussures à prendre, les meilleurs sacs du marché, les vestes, etc. Et il nous confie qu'il aime bien ce travail parce que il n'est pas enfermé derrière un bureau à ne rien faire. Il a un certain contact avec les clients, il doit parler, il voit des gens. Et surtout, c'est quelqu'un de très curieux. Il en apprend beaucoup des clients. Et ça, c'est vraiment un truc qui le passionne. Un jour, justement, alors qu'il est au magasin, un client commence à discuter avec lui un petit peu plus longtemps que d'habitude. Au départ, c'était une discussion relativement banale. Il parlait de chaussures, de vestes, etc. Puis, la conversation s'est détournée sur un lieu que cet homme va visiter. Et en gros, il explique à notre ami qu'il s'agit d'une grotte. Il dit que c'est un endroit assez ouvert au public, genre truc assez connu, que c'est gigantesque, que c'est très impressionnant, que c'est magnifique à voir. Et vraiment, il lui vend ça en mode il faut absolument que tu ailles voir cet endroit. Clément, il écoute ce qu'il a à dire, il pose 2-3 questions, et lorsqu'il termine sa journée et qu'il rentre à la maison, son premier réflexe, c'est de se mettre sur son ordinateur et de taper cet endroit sur internet. Il commence à regarder les différents avis, à quoi ça ressemble, il y a des commentaires de gens qui racontent leur visite, et plus il fait défiler, plus il trouve que cet endroit, effectivement, c'est magnifique. Le soir même, lorsqu'il se retrouve avec ses potes sur Discord à discuter en vocal, eh bien, il évoque le sujet. Il dit voilà les mecs, aujourd'hui j'ai découvert un nouvel endroit, ça a l'air incroyable. J'ai un client aujourd'hui qui est venu au magasin et lui aussi partage cet avis. C'est d'ailleurs, pour être très honnête, lui qui m'a fait découvrir ça. Et rapidement, les réponses arrivent, les réactions s'enchaînent. Certains trouvent ça magnifique, d'autres disent que ça change des sorties habituelles qu'ils font. Et très vite, la discussion prend autour de cette idée. Ils commencent même à se renseigner un petit peu chacun dans leur coin par rapport à cette grotte. Ils s'échangent des infos, des liens, des photos, des vidéos, et il y a un voyage qui se profile. Clément, il propose concrètement qu'il s'organise ça pour le week-end d'après, histoire de changer un petit peu de la routine, de faire quelque chose de différent, et personne ne voit de raison de refuser. À ce moment-là, ça reste un simple plan, une sortie entre potes, mais si je suis là à vous raconter une histoire, c'est qu'il va y avoir 2-3 trucs. Clément, il nous explique un petit peu comment il est. En gros, c'est quelqu'un qui aime l'aventure sans se prendre pour Joe l'aventurier, mais il aime tout ce qui est nouveauté, toutes les choses qu'il ne connaît pas, et surtout, jusqu'où il peut repousser ses limites. Avec son groupe d'amis, ils se connaissent depuis très longtemps, vraiment ils se connaissent par cœur. On ne compte plus le nombre de sorties qu'ils ont fait ensemble, vraiment ils en ont fait énormément. Et surtout de toutes sortes. Des visites au musée, des randonnées, une semaine en vacances au soleil à l'autre bout du monde, vraiment ils ont à peu près tout fait. Tout fait, sauf visiter une grotte. À partir de ce moment-là, on n'a plus vraiment de nouvelles de notre ami. L'histoire recommence le jour J, le jour où ils vont aller visiter cette fameuse grotte, et il nous explique que en gros le chemin, ils peuvent pas vraiment se perdre, c'est balisé. C'est un chemin qui est tout fait, donc autrement dit, il n'y a aucun risque. Il y a 2 possibilités, soit vous prenez un guide, soit vous y allez par vous-même, mais voilà, il faut quand même s'y connaître un tout petit peu, dans le sens faut pas y aller en mode je vais comme si j'allais dans un endroit quelconque. Évidemment, Clément et ses potes ils se disent on n'a pas besoin d'un guide, on va y aller par nous-mêmes, on a un petit groupe, on va s'en sortir. Et surtout, ils avancent à leur rythme. Et ça, c'est plutôt cool. Quand ils arrivent sur place, ils nous expliquent qu'ils sont un petit peu choqués, tellement l'endroit est calme. Il y a quelques voitures sur le parking, il y a des familles, quelques couples, mais rien de particulier. Donc, ils s'approchent de l'entrée, et c'est là qu'un employé les interpelle. Il leur demande s'ils comptent rentrer seuls ou avec un guide. Clément répond naturellement qu'ils vont y aller entre eux, qu'ils ont l'habitude de faire ce genre de promenade, et que tout devrait bien aller. Il remercie quand même l'employé, et là, ce même employé les fixe quelques secondes. Il leur dit, mais écoutez, moi je vous accompagne volontiers parce que, voilà, la grotte, elle est connue, mais ça peut être un petit peu dangereux. Et c'est pas forcément dangereux parce qu'il y a un trou à quelque part, c'est plutôt dans le sens, c'est extrêmement grand et on peut vite se perdre. Clément refuse poliment, il sourit, il dit que vraiment, ça va aller, qu'il faut pas se faire de soucis pour eux et qu'ils feront extrêmement attention. L'employé finit par pousser un petit soupir, il dit ok, mais juste avant de les laisser passer, il change légèrement de ton. Il devient
pas menaçant, mais très sérieux, et il leur dit qu'il y a un passage précis dans la grotte qu'ils ne doivent surtout pas emprunter, et il insiste bien sur le mot surtout pas emprunter. Il explique en gros que c'est un conduit très étroit, un peu à l'écart du parcours principal, et que seules les personnes qui sont accompagnées d'un guide peuvent s'y aventurer. Visiblement, il n'y a pas de balise, donc s'ils se perdent, tant pis pour eux. Et lorsqu'il lui explique ça, il est très sérieux, il regarde Clément dans les yeux, et là notre ami il comprend que c'est pas de la rigolade. Bon, il dit ok, on va faire attention, on ne va pas aller, et l'employé les laisse rentrer. Dès les premières minutes, à l'intérieur, tout se passe extrêmement bien, la grotte est effectivement magnifique, elle est gigantesque, il n'y a pas un bruit, et en gros, ils avancent tranquillement, ils font leur petite vie, ils parlent à voix basse, histoire de pas déranger les gens qui font la visite avec eux, ils commentent ce qu'ils voient, ils prennent 2-3 photos, et Clément... il se sent à l'aise. Au bout d'un moment, après quelques minutes de marche, ils arrivent à une intersection. Donc, il y a le chemin qui continue, et sur le côté, il y a une ouverture un peu plus étroite. Clément, bon, il n'a pas la science infuse, mais il n'a pas besoin de réfléchir plus que ça pour savoir que c'est de ce chemin que l'employé parlait. Parce que clairement, l'entrée... elle donne pas envie, c'est beaucoup moins accueillant que l'entrée de la grotte. Le plafond est bien plus bas, les parois sont beaucoup plus étroites, mais forcément, il s'arrête devant ce chemin. Il y a personne du groupe qui dit qu'il faut y aller, mais il y a aussi personne qui dit qu'il ne faut pas y aller. Donc là, les amis s'échangent des regards, ils sont en mode, bon les gars, on y va ou pas? Et Clément, à ce moment-là, il sait déjà au fond de lui que ce chemin, ils vont l'explorer. C'est même pas d'ailleurs une question de défi, c'est simplement de la curiosité, ils veulent voir ce qu'il y a au bout. Et forcément, comme il y a cet effet de groupe, ils se sentent en sécurité. Rien ne peut leur arriver, ils vont entrer, ressortir sains et saufs, et tout ira bien. Du coup, évidemment, ils s'engagent dans le conduit, et rapidement, la lumière elle change. L'espace se resserre, les voix résonnent différemment. Cette fois-ci, ils ne forment plus forcément un groupe, tellement c'est étroit, mais ils forment une file indienne. Et là, Clément, il est presque en train de regretter. Il sent que l'ambiance est en train de basculer un peu, et que très concrètement, ils sont en train de s'aventurer dans l'inconnu. Ils avancent encore pendant quelques minutes, puis à un moment, ils s'arrêtent parce qu'ils ont l'impression d'entendre quelque chose, et ce quelque chose, ça ressemble à un souffle. Bon, premier réflexe, c'est de se dire qu'il y a des gens qui les ont suivis, donc un autre groupe de touristes, et qui se trouvent juste derrière eux. Ils se retournent donc tous en même temps, mais il n'y a personne. Ils restent là, immobiles, pendant quelques secondes, personne ne dit rien, et ils reprennent leur marche. Mais au bout de quelques pas, il y a un autre bruit. Cette fois, c'est un petit peu plus clair, on arrive mieux à le distinguer. C'est des pas très rapides et surtout des frottements contre les parois. Le problème, c'est que ça vient pas d'une seule direction, mais ça vient de la droite, de la gauche, d'en face, de derrière. Donc, on peut pas trop savoir de quoi il s'agit. Clément s'arrête à nouveau, il tend l'oreille, et alors qu'ils sont tous arrêtés, il y a une voix qui résonne dans la grotte, et elle chantonne « Où êtes-vous » Avant même qu'ils aient le temps de faire quoi que ce soit, il y a des hurlements qui éclatent, et c'est pas une seule personne qui crie, on dirait que c'est tout un groupe. Bon, évidemment, la panique au sein du groupe, elle commence à monter, ils commencent à réfléchir, et là, ils font une erreur qui est catastrophique dans ce genre de cas. C'est qu'ils se dispersent et qu'ils partent tous en courant dans une direction opposée. Ils appellent à l'aide, ils crient, ils en ont plus rien à secouer de la sécurité, et à un moment, ils se rendent compte qu'ils sont perdus. Donc il y en a un qui est à gauche, un qui est à droite, l'autre qui est je ne sais où, et ils s'appellent par leur prénom, donc ils s'entendent, mais il ne voit rien. Clément, lui de son côté, il est en train de courir comme un ouf, il glisse sur le sol, et à un moment, il aperçoit une silhouette qui est en train de courir dans une galerie parallèle. Le visage, il ne le voit pas, mais il arrive à voir ses jambes et plus précisément ses chaussures. Il n'a pas le temps de s'arrêter, il continue d'avancer en étant persuadé qu'il est complètement perdu, et là, arrive un moment où il a juste l'impression de tourner en rond. Au bout de 15 minutes, il retrouve ses potes, mais 15 minutes, on a l'impression que c'est 4 ans, et évidemment, vu qu'ils ont couru comme des oufs, tout le monde est épuisé. Là, il se fixe une règle. On reste ensemble, on ne se disperse pas, et on va s'en sortir. Ils essayent de retrouver leur chemin, mais malheureusement, ils n'y arrivent pas. Ils tournent à gauche, à droite, ensuite à gauche, après à gauche. C'est un véritable labyrinthe. À un moment, ils en ont concrètement plein le cul, ils se posent par terre, et ils essayent de faire le point. Première chose qu'ils se disent, de façon très honnête, on est dans la merde, personne ne viendra nous chercher, c'est fini pour nous. Et ils s'en veulent, mes amis, à ce moment-là, parce que le guide les a pourtant bien prévenus. N'allez pas dans ce chemin si vous n'avez pas de guide, et eux, malheureusement, n'ont pas respecté les règles. Ils n'ont qu'à assumer. Au bout d'un moment, ils décident de se relever, ils continuent de marcher, et mes amis, au bout de 30 minutes de marche, à être complètement paumés, ils voient une lumière au bout. Là, ils ont l'impression de voir le paradis pour la première fois, ils s'avancent vers elle, et par miracle, cette lumière, c'est la sortie. Bon, je vous laisse imaginer leur gueule, à ce moment-là, ils sont complètement secoués, complètement sonnés, perdus. Et quand Clément sort enfin du conduit avec les autres, évidemment, ils sont aussi soulagés, mais personne ne dit rien dans le groupe. Clément regarde autour de lui pour vérifier que tout le monde est bien là et que quelqu'un ne manque pas à l'appel. Et quand il voit que tout le monde répond présent,
c'est le soulagement absolu. Le groupe s'éloigne un petit peu de l'entrée de la grotte pour se poser contre un muret. Pendant ce temps, Clément essaye de reprendre ses esprits, de reprendre son souffle. Il repense aussi au son de la voix qu'il a entendu dans la galerie, et plus il y pense, plus il a l'impression que il a halluciné, parce que cette voix, elle ne pouvait pas être réelle, et il en vient même à se demander si c'était pas son esprit qui lui a joué des tours. Mais, malheureusement, il y a un détail qui le perturbe beaucoup, c'est cette fameuse silhouette qu'il a vue dans une autre galerie en parallèle. C'était pas une ombre floue, en mode une hallucination ou quoi, c'était bel et bien une silhouette, et cette personne était en train de courir. Alors, est-ce que c'était l'un de ses potes qu'il n'a pas reconnu? On ne sait pas. Et si c'est pas le cas, si c'est une personne aléatoire ou quelconque, qu'est-ce qu'elle faisait là? Pendant qu'ils reprennent leur souffle, notre ami remarque que l'employé qu'ils ont vu au début est là, il est debout. Il a les mains dans les poches, lui il est tranquille, il n'a pas vécu l'horreur. Et il leur demande, est-ce que ça va? Votre visite s'est bien passée? Bon, il demande ça, mais en même temps ça se voit à leur gueule que non, c'est un petit peu mal allé. Et Clément, à ce moment-là, il sent un truc bizarre. Il se lève, il marche vers lui sans trop réfléchir, il s'arrête à quelques mètres devant lui, et il regarde ses pieds. Non pas qu'il soit fétichiste, mais vous vous souvenez, il a reconnu les chaussures de la silhouette dans la galerie, et il n'y a absolument aucun doute, les chaussures qu'il a vues dans la galerie, c'est les mêmes que ce mec est en train de porter. C'est la même forme, la même marque, la même couleur. Notre ami relève la tête, il le regarde droit dans les yeux, et il lui demande « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Bon, l'employé est un petit peu choqué, il fronce les sourcils, comme s'il s'attendait pas à cette question. Il répond calmement qu'il ne sait pas de quoi il parle, mais Clément, il n'est pas dupe, il insiste, il lui dit « On a entendu des bruits, on a entendu des voix, on s'est perdu, on a paniqué, quelqu'un nous suivait. » Je répète ma question, que s'est-il passé? Là, l'employé secoue la tête, il nie, il dit que ça peut aussi arriver que certains sons se déforment à cause de l'écho, de la taille des galeries, etc. Surtout dans des endroits où on leur a dit de ne pas aller. Là, les potes de Clément, ils voient bien que le guide est en train de mytho, ils s'approchent de lui, ils commencent à l'entourer, et ils parlent tous en même temps. Ils essayent tous d'obtenir une information, et en gros, ils lui font comprendre qu'il va falloir cracher le morceau. L'employé, il mouline, il essaye de se justifier que c'est des réactions classiques après avoir eu peur, qu'une grotte, ça amplifie tous les sons et tous les moindres trucs qu'il y a dedans, mais personne dans le groupe n'y croit. Ils sont pas dupes, ils savent qu'il est en train de mentir, et c'est là que Clément, il invoque sa carte fatale, il lui dit « Mais, ok, admettons c'est pas vous, comment est-ce qu'on pourrait expliquer que une personne était en train de nous suivre et que cette personne, bizarrement, elle a les mêmes chaussures que vous ?» Pendant quelques secondes, l'employé ne répond pas, il regarde le groupe et il soupire. Voyant qu'il ne sait plus quoi inventer et qu'il n'a plus d'excuses, il avoue, il dit que oui, c'est lui qui est entré dans la grotte, que c'était en tout cas pas pour leur faire du mal, mais que c'était pour les piéger, pour leur faire comprendre que il faut aller avec un guide. Il explique aussi qu'il en a marre des touristes qui pensent mieux savoir que tout le monde, y compris les guides, et qui se permettent, malgré les interdictions, d'aller dans des passages interdits, et qui se mettent du coup en danger. Il explique qu'il voulait simplement leur donner une leçon pour les faire rebrousser chemin, et surtout leur montrer que cette grotte, c'est pas un jeu. Bon, Clément, il a l'impression d'être sur la lune, il réalise pas vraiment ce qu'il entend, et lui demande « Mais mec, tu te rends compte de ce que tu nous as fait? On a failli se perdre et ne plus jamais sortir. » Et là, le guide lui dit « Je suis désolé parce qu'en fait, j'avais pas prévu que vous vous dispersiez comme ça. » Effectivement, là c'est devenu dangereux parce que chaque personne s'est perdue à un autre endroit de la grotte. Moi, à la base, je pensais que vous alliez rester soudés comme un groupe. Clément, il nous explique qu'à ce moment-là, il a le poing serré parce qu'il a deux doigts de lui en mettre une, mais il se contient. Il sait que la violence, ça ne résout rien. Et ce qu'il fait, je trouve que c'est même très brave. Enfin, très brave. Non, parce qu'il a été mal poli, mais dans le sens, il ne s'est pas emporté. Il dit au guide, écoute mec, t'es une merde, tu nous as fait trop peur. À la base, on est venu ici parce que c'est un client à moi qui m'a dit, voilà, c'est un bel endroit, il m'a bien vendu le truc et tout. Sache que la réputation que tu viens de te faire auprès de nous, elle est abominable. Donc si un client me demande si je connais cette grotte, t'es mort. Il n'attend même pas la réponse du guide, le petit groupe se retourne et il se barre. Une fois arrivés à la maison, ils sont assez mal parce que c'est bizarre de vivre quelque chose comme ça, parce qu'ils ont eu la peur de leur vie. Bon, ils se sont pas vus mourir non plus, mais l'idée de se dire, on est perdu dans un endroit, il y a personne qui va pouvoir nous aider, ça la fout mal. En tout cas, on est content qu'ils aient pu sortir. La petite morale de l'histoire, c'est rester sur les sentiers qui sont prévus pour. C'est un petit peu comme l'exemple du ski avec le hors-piste. Vous pouvez faire du hors-piste, mais c'est à vos risques et périls. Moi, je recommande tout le temps de rester sur les pistes. Après, je suis Joe le skieur, je suis pas le professionnel ultime. Mais si des guides ou des gens qui s'y connaissent disent que c'est dangereux, c'est que probablement, il y a une bonne raison. La sécurité avant tout, faites attention à vous s'il vous plaît. Moi, j'ai sélectionné cette histoire parce que je la trouvais intéressante, ça change un peu d'habitude.
Certes, c'est pas la pire histoire d'horreur qu'on ait entendue sur la chaîne, mais un petit peu de changement, ça n'a jamais tué personne. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, je crois que je vous ai tout dit, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu. Si vous êtes sur Spotify et en podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles. Et moi, je vous promets de vous retrouver très rapidement pour un nouvel épisode. D'ici là, vous prenez soin de vous. C'était Melvin, ciao tout le monde.